Parlons Mental, le podcast. Bienvenue dans le 4e épisode de Parlons Mental, où nous explorons aujourd'hui le lien profond entre corps et esprit. Nos pensées influencent bien sûr notre bien-être physique et inversement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans deux phénomènes fascinants, la douleur et notamment les blessures, et aussi l'effet placebo. Comment nos croyances, notre posture et nos émotions modifient notre perception du monde et même nos réponses biologiques. C'est ce que nous allons découvrir ensemble et ce que nous allons creuser avec Jean-Baptiste aujourd'hui. Donc bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Régis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, voilà, comme je disais, Jean-Baptiste, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, surtout toi qui est kiné en plus, hein, t'es habitué justement à travailler avec des personnes justement qui ont des soucis physiques, hein, qui sont peut-être amenées à avoir des blessures, même si tu ne travailles pas forcément qu'avec des sportifs, mais c'est ce qu'on va voir justement. Toi, qu'est-ce que tu penses déjà, comme ça, de but en blanc, en intro, du lien entre le corps et l'esprit? Justement, c'est ce que mes 25 ans d'expérience m'ont permis de comprendre qu'il existait un lien précieux entre le corps et l'esprit. Et c'est pour ça que, comme j'avais dit lors du premier épisode, j'étais venu à essayer de me former sur notamment la PNL, mais voilà, pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de l'esprit et les répercussions que ça peut avoir au niveau du corps. Et puis, à titre personnel, je me suis rendu compte que depuis que j'ai fait cette formation, je me rends compte qu'en termes de rééducation, eh bien, j'ai des résultats qui sont bien plus en accord avec ce que je recherchais et ce que je souhaitais, quoi. Et justement, en fait, on parle souvent du lien entre le corps et l'esprit, mais dans le sens plutôt que l'esprit a un impact sur le corps, finalement, sur les douleurs. Mais ça a été prouvé aussi scientifiquement que la posture, en fait, le corps, peut avoir un impact sur l'esprit, finalement, sur l'état dans lequel on peut se sentir à un instant T. Et j'aimerais parler d'une étude, en fait, qui a été réalisée par Amy Cuddy. En fait, c'est une chercheuse en psychologie sociale. Et elle a démontré, en fait, que la posture, elle peut avoir une influence sur la perception de soi et aussi même sur des choses beaucoup plus scientifiques, comme le taux de testostérone et de cortisol en fait dans le corps. Et notamment rapidement, là, je ne sais pas si tu la connais cette étude, en fait ça consistait finalement à avoir deux groupes. En fait, un groupe adoptait une posture de puissance ouverte et expansive, hein. Par exemple, je crois que c'était dans le cadre de cette étude, je crois qu'il y avait eu un entretien, je crois ensuite, suite à ce test en fait. Donc le premier groupe devait justement avoir une posture de puissance et le second une posture recroquevillée, donc une posture plutôt fermée, plutôt réduite. Et on s'est rendu compte en fait, après seulement 2 minutes, on a mesuré le taux de testostérone notamment des personnes du premier groupe, il avait augmenté de 20%. Pour le premier groupe, on avait une diminution de 25% du cortisol, qui est l'hormone du stress, hein. Et justement, à l'inverse, ceux en posture recroquevillée avaient vu le taux de testostérone diminuer de 10%, tandis que le taux de cortisol avait augmenté de 15%. Donc voilà, juste une petite étude comme ça pour montrer vraiment l'impact de la posture du corps sur l'esprit, et que c'est pas forcément que l'inverse. Mais carrément, et puis ça fait du lien avec ce que je disais dans l'épisode numéro 2, justement, avec ce que on fait en PNL, la posture d'excellence, ou le petit exercice où si tu as une posture déjà positive, eh bien tu vas chanter les messages plutôt négatifs au niveau de l'esprit. Et voilà, donc oui, ça donne du lien et ça valide ce qu'on peut faire voilà, dans nos différentes pratiques. Mais j'en reviens aussi sur ce que tu dis là, c'est comme quoi il est important de savoir écouter son corps finalement, parce que notre corps peut nous envoyer des messages. Et à un moment donné, par exemple, si on est trop fatigué, si on ressent des petites douleurs, et ça peut peut-être quand on prend compte de ces signaux-là, eh bien on peut anticiper éventuellement certaines blessures.
Ouais, c'est important. Je sais pas toi si tu l'as vécu dans ta pratique du sport, hein. Tu faisais du rugby et maintenant tu t'es mis à la course à pied, hein. Donc moi, c'est plutôt la course à pied aussi depuis longtemps. Et c'est vrai que parfois, quand on prépare un semi-marathon, un marathon ou une autre épreuve, on a tendance à suivre ce qu'il y a sur le plan sans forcément écouter son corps. Moi, ça m'arrivait des fois de dormir 3 heures la nuit parce que j'avais eu des difficultés à m'endormir. Je sais pas, j'avais des problèmes d'insomnie et je me forçais à faire la séance le lendemain. Alors que franchement, des fois, ça vaut le coup de chanter la séance pour justement récupérer et la faire plus tard. Et c'est vrai que des fois, on n'écoute pas son corps. Et c'est précisément aussi, je pense, quand on est dans la contrainte, c'est marqué sur le plan, il faut que je le fasse, il faut que j'aille m'entraîner, que forcément le corps, il accepte pas et là, on peut créer des blessures. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça s'est vérifié pour mon cas en tout cas. C'est marrant que tu parles de ça, c'est tout à fait ce que... J'ai envoyé un message ce week-end à un ami, justement je lui disais finalement, je pense que les plans d'entraînement qu'on a, qu'on reçoit là, ou qu'on peut suivre, c'est ni plus ni moins qu'une base de travail, une tendance, mais que c'est important de l'adapter en fonction de nos possibilités du moment, alors que ce soit matériel ou pas, ou physique, mais aussi en fonction de nos sensations. Si on ne le sent pas, c'est ok si on fait pas cette séance-là, ou alors si on la fait différemment. Et c'est ok, finalement, je me rends compte que c'est ok. Tu vois, de par ma petite expérience, j'en ai deux expériences à ce sujet-là, mais la première, c'est de la course à pied, c'est très récemment, je préparais un semi-marathon, là, et finalement, j'ai voulu appliquer le plan à la lettre, bête et discipliné, surtout bête, et, et si bien que je suis quand même allé courir avec une douleur qui était de plus en plus importante, et si bien que 10 jours avant le début de la course, je pouvais plus, je pouvais plus marcher, je pouvais plus courir. Donc j'ai été obligé de mettre la flèche à droite et voilà et abandonner, ne pas partir. Voilà. Donc ça Et ouais. c'était Mm. ouais, ça j'ai appris ça dernièrement. Ouais. Ouais, donc c'est difficile à accepter, j'imagine, hein, quand tu es parti sur un objectif et que du coup tu es contraint de renoncer, hein. Mais en tout cas, ça a été important aussi, peut-être après, de reprendre peut-être de manière plus souple, hein. Je sais pas si tu as fait ça pour éviter justement les blessures et de regarder un petit peu, d'être attentif aux signaux de douleur, parce que la douleur, finalement, c'est un signal, hein, c'est vraiment le corps qui nous parle à ce moment-là. Non, mais c'est l'apprentissage. J'ai pris ça comme un apprentissage et j'ai quand même retiré des choses positives de ce que j'avais fait. Et puis voilà, je me suis dit que ça n'a pas servi à rien et que voilà. Mais je pense qu'il est important aussi de prendre la chose de façon positive pour pas entraîner dans un cercle vicieux, négatif et voilà. Et autre petite expérience aussi, mais là c'était du temps où je jouais au rugby. J'ai traversé une période de ma vie qui était un peu compliquée et notamment où il y avait pas mal de fatigue, de stress lors d'un match de rugby comme ça. Et bien sûr, je me suis blessé. Je me suis blessé une blessure au genou qui a signé plus ou moins la fin de mon expérience rugbyistique. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est assez important de, de, d'écouter ces signaux-là. Et a été validé par une étude aux États-Unis, par différentes études, et qui montre justement l'importance euh, du contexte, qu'on va dire, extra-sportif aussi, parce que forcément, on n'est pas que des athlètes, que des sportifs, et il y a forcément des paramètres en dehors, dans notre vie privée, dans notre vie personnelle, ou qui rentrent en ligne de compte et qui peuvent être des sources de stress et qui peuvent avoir ensuite une répercussion sur notre corps, voilà, sur nos performances et être éventuellement source de blessures. Et c'est pour ça que c'est important de prendre euh, en compte une globalité, en fait, la personne dans sa globalité. Oui, souvent, c'est les contraintes pardon, extérieures qui vont faire basculer, hein, l'athlète ou le sportif vers la blessure, hein. Souvent, c'est pas forcément le surentraînement en lui-même, hein, qui peut créer la blessure, c'est le contexte, comme tu disais, hein, les contraintes extérieures, le stress qu'il peut y avoir à ce moment-là. Peut-être qu'on a des contrariétés dans la vie de couple, peut-être qu'on a des émotions négatives, peut-être qu'on a des choses qui vont faire un peu faire que cette goutte d'eau va faire déborder le vase, en fait, hein. C'est un petit peu ça, hein, finalement. Totalement, ouais. Et c'est pour ça il est important de dire que c'est bien d'apprendre à écouter son corps, savoir écouter son corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, savoir écouter son corps?
ben, c'est être conscient de son état habituel, on va dire, et puis essayer d'être à l'écoute, à l'affût, mais bon, sans forcément en faire quelque chose d'en faire une fixation, mais d'être à l'écoute de ces petits signaux qui sont un petit peu différemment, tiens, là, différemment de la veille. Et là, on se dit, bah, qu'est-ce que ça peut signifier? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Voilà. C'est ça, savoir écouter son corps, je pense. Et par contre, il y a quelque chose qui s'est vérifié souvent dans mon cas et dans le cas de pas mal de sportifs que j'ai pu rencontrer. Par exemple, les jours avant une compétition, on a des petites douleurs inhabituelles qui apparaissent. Si bien que parfois on se dit merde, je vais pas pouvoir faire la course, je vais pas pouvoir faire ma compétition. Et je pense que c'est un peu notre cerveau qui nous joue peut-être des tours et qui nous dit tiens, calmos, là maintenant on est dans la dernière semaine, attention, fais pas de conneries. Et du coup, ça crée une petite blessure peut-être pour nous inciter peut-être à nous calmer. Je pense que le cerveau peut nous mettre aussi en mode économie d'énergie pour nous préserver justement, par exemple la semaine avant un marathon, hein. Je pense que je l'ai souvent vécu cette expérience, hein. Ah oui? Ouais, vraiment. Et c'est un peu comme si voilà, le corps il se mettait en économie d'énergie pour nous préparer à l'effort et pour pas vraiment qu'on s'épuise finalement avant l'effort, hein, parce que le marathon souvent c'est comment dire, une prépa exigeante comme tu le sais, hein. Et la dernière semaine on est un petit peu déstabilisé parce que justement on va se dire tiens mais j'ai couru je sais pas 80 km par semaine pendant toute la prépa et là cette semaine je vais faire que 3 footings de 30 minutes. Donc je pense que ouais, le cerveau nous envoie peut-être des petits signaux à ce moment-là et je pense que les douleurs qu'on peut avoir à ce moment-là sont pas forcément si graves que ça. Et c'est simplement des petits signaux et le jour du marathon, on est libéré et finalement on n'a plus de douleur. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, Jean-Baptiste, hein, aussi, on t'a déjà parlé de ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est vérifié chez les athlètes en tout cas. Je pense que ce sont des signaux d'alerte en fait, et l'esprit, le cerveau te fait dire, bah écoute, c'est le moment de prendre soin de toi, Mm. et voilà, préserve-toi. Exactement. Personnellement, à titre personnel, après on a toujours, on va dire, à la veille de grands événements sportifs, et quels qu'ils soient, je crois, on est, on est tous un petit peu, on trouve tous des douleurs à droite et à Mm. gauche pour, voilà, mais je pense que c'est plus de l'ordre d'une mise en garde, c'est ça, d'une Ouais, vigilance. ouais. Et je pense que souvent, on a peut-être peur de rater la compétition, peut-être de ne pas être en forme le jour J, et du coup, on fait attention à des petits détails qu'on n'aurait pas vus habituellement. Les petites douleurs qu'on a C'est identifiées, on ne les aurait pas vues en fait. Elles seraient passées inaperçues en fait. c'est ça, je crois que c'est surtout ça en fait. Mm. C'est surtout ça, ouais. Et en tout cas, il y a quelque chose que je voudrais aborder également. C'est justement c'est quand on parle de la douleur, il y a des douleurs qui peuvent être aiguës ou chroniques hein, si elles sont persistantes. Et en tout cas, dans le cadre d'une gestion de la douleur, parce qu'on peut faire de la gestion de la douleur avec la préparation mentale et notamment les différentes techniques associées, hein, comme l'hypnose, la méditation, etc. Et en fait, il y a une partie du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur qui joue un rôle primordial puisqu'il gère la part émotionnelle de la douleur. Et on s'est rendu compte en fait que quand on inhibe cette partie du cerveau, on l'empêche de fonctionner pendant quelques secondes, on l'endort un petit peu finalement, on se rend compte que la douleur elle est moins ressentie de manière intense. Et il faut savoir que la douleur, c'est vraiment une perception, hein. On a tous une perception différente de la douleur. Et justement, le fait de faire de la méditation ou de l'hypnose, ça permet de calmer un petit peu cette part émotionnelle de la douleur et de calmer un peu ce cortex singulaire antérieur. Et finalement, de moins ressentir la douleur, c'est ce qu'on appelle l'analgésie. L'analgésie, voilà, c'est le fait de diminuer le ressenti de la douleur, en fait, finalement, d'atténuer un petit peu la souffrance, entre guillemets. Donc, je sais pas si ça te parle, toi, ça, Jean-Baptiste. Une chose est sûre, c'est que durant mes différentes années d'exercice, je me suis vraiment rendu compte que la douleur est très subjective. Elle sera pas la même d'une personne à l'autre. Je suis à peu près persuadé que si on met deux personnes dans une même situation, si on pouvait le faire avec une douleur similaire, elles réagiraient de façon différente chacune. Tout ça, ça dépend de leur façon d'être, ça dépend de leur histoire, ça dépend de leur rapport à la douleur, ça dépend, en fait, il y a tellement de facteurs qui vont rentrer dans la ligne de compte pour, euh, pour analyser cette douleur-là. C'est donc, oui, oui, je trouve que c'est très, très subjectif et c'est quelque chose avec lequel il est important de jongler et de tenir compte, mais avec parcimonie. Mais tu sais, en PNL, on voit tout ce qui est un petit peu les sous-modalités, etc. Vraiment, Ah, essayer d'imaginer avec tous nos sens une situation. Et il y a une oui. technique que j'utilise en hypnose que j'ai utilisée sur moi. Donc j'avais une douleur au tendon d'Achille.
à une période. Et ce que je faisais tous les soirs, en fait, je visualisais mon tendon d'Achille comme étant un câble tout effiloché, tout abîmé, etc. Et il était tout rouge, tout abîmé, il était très moche en fait ce câble, hein, ce tendon. Et en étant en hypnose, en auto-hypnose, je l'imaginais, ce tendon en fait, traversé par une lumière bleue. Une lumière un petit peu froide en fait, qui viendrait le refroidir. Et après, une fois que la lumière bleue était passée, je visualisais que le câble il était devenu tout propre, tout lisse, etc. Et qu'il était froid. Et finalement, ça faisait que je ressentais moins la douleur. Donc en fait, c'est pas forcément le but justement de faire passer cette douleur, parce que s'il y avait une inflammation, c'est qu'il y avait une cause en fait qui était importante de traiter. Hein. Mais j'ai remarqué qu'en faisant ça, j'avais une perception différente de la douleur et je faisais en sorte que la douleur diminuait finalement. Donc c'est assez intéressant de travailler un peu sur la visualisation en fait de la zone douloureuse finalement. J'ai une petite histoire à ce sujet-là, mais c'est pareil. Tu vas rire, vous allez rire. Pareil, lors d'un entraînement, là, j'ai une douleur au genou qui apparaît. Et tu sais, en PNL, à un moment donné, on arrive à questionner en fait les parties, notamment questionner le corps et demander pourquoi ça réagit à ce moment-là. Et voilà. Donc, tout en courant, je me questionne et j'essaie de. Alors bon, tu vas rire, mais j'essaie de questionner mon genou et je lui explique, je lui demande, mais en fait, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu me dis que j'ai mal? Pourquoi tu m'envoies ce signal-là? Et, euh, et je suis rentré dans un dialogue entre moi et mon genou. Et je lui ai demandé de me laisser tranquille au moins le temps que je finisse mon entraînement et que je prendrai soin de lui ensuite quand on sera rentré le soir. Bon, tu me crois ou tu me crois pas, vous me croyez ou vous me croyez pas. J'ai réussi à finir mon entraînement et le genou m'a plus fait mal. Bon, le soir, j'ai fait quelques petits Oh. exercices de massage, d'automassage, d'entretien et d'auto-étirement. Enfin bon. Et la douleur a disparu. Donc, c'était assez génial. Non, moi j'y crois à 100%. Hein. Franchement, ce que tu racontes, c'est super important de faire cette petite visualisation, en fait, d'imaginer qu'on parle à son genou, on parle à son bras, on C'est parle ça. à son dos, par exemple. Hein. Et je pense qu'il y a un lien assez fort entre les mots et les mots. Les mots MOTS et les mots MAUX. Et ça m'est arrivé d'avoir une période où je me bloquais toujours le dos. J'avais toujours mal au dos. Et comme par hasard, c'était une période où j'avais vraiment beaucoup de responsabilités sur mon dos. J'avais l'impression que tout reposait sur moi. Je gérais un magasin de running à l'époque, hein, le magasin plus la boutique en ligne. Et là, j'avais trop de trucs sur moi, quoi. Et en fait, comme par hasard, j'avais mal au dos et je pense qu'il y a vraiment un lien par rapport au ressenti et les douleurs en fait sur des parties du corps en fait. Mais peut-être que tu en avais tout simplement plein le dos, en fait. Exactement. Ah, Et c'est voilà. ça. Exactement. Ouais. Toutes ces petites expressions, c'est assez intéressant. Il y a un livre, j'ai plus le nom en tête, qui traite ça justement, où ça fait le lien entre les émotions, les choses qu'on peut ressentir au quotidien, et puis les parties du corps qui peuvent être impactées finalement par ces émotions et les douleurs qui peuvent en résulter en fait. Hein. Mm. Je suis d'accord avec toi. Tu parlais de visualisation et il y a une étude alors qui s'appelle de Stephen Kosling, c'est un psychologue à Harvard en 94. Il a réussi à mettre en évidence que les neurones que ce sont les mêmes neurones qui Oui. entrent en compte quand, en présence d'un objet ou pas. Donc, ce qui explique et ce qui met de la, on va dire, qui argumente ce que tu racontais tout à l'heure. Et je pense que la visualisation peut être, alors tu en parlais pour la douleur, mais ça peut être aussi après, et peut-être qu'on fera un épisode plus spécifique là-dessus, mais ça peut être un outil important dans la préparation mentale et notamment peut-être dans la performance ou dans la recherche de s'éclater, quoi. Ouais, bah en fait c'est ça, on active, si on peut dire entre guillemets, les mêmes connexions neuronales, euh, qu'on fasse le geste réellement ou qu'on l'imagine en fait. Par exemple, si on parle d'imagerie motrice, quand on imagine qu'on Ouais. fait un geste ou une action en fait, hein, c'est super important et je pense qu'on fera un épisode sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter et ça peut être super intéressant. En éducation aussi, on peut l'utiliser, hein. On Ouais. l'utilise d'ailleurs. Mm. Ouais. Et je sais pas si tu as vu cette étude, j'ai plus le nom, mais j'avais vu une vidéo sur ça. C'était une personne qui avait son bras d'un côté et de l'autre côté, elle avait son deuxième bras qui était derrière une planche. Donc elle voyait pas son deuxième bras, mais à la place de son deuxième bras, on avait mis du même côté
de la planche que sont notre bras, on avait mis un faux bras. Et en fait, la personne avait le faux bras à sa gauche et son vrai bras à sa droite. Et en fait, on tapait avec un marteau sur le faux bras et la personne, elle avait Ouais, vraiment l'impression qu'on lui faisait mal en fait. Et elle avait trop peur qu'on lui tape sur le bras, alors c'était pas son ouais, vrai bras parce qu'elle le visualisait en fait ce bras finalement. exactement, Et ça, c'est exactement. utilisé. Ce type d'exercice, il peut être utilisé par rapport aux personnes qui ont les douleurs fantômes en fait. Quand Mm, on est exact. amputé d'un bras par exemple, et ben on va imaginer, il y a un miroir en fait, on fait comme si le bras était toujours là en fait. Finalement, et il y a le cerveau, il fait comme si le bras était toujours là. Enfin, il le visualise. Et c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en fait, c'est vraiment utiliser ces types de méthodes. Ça s'appelle l'homonculus. L'homonculus, en fait, c'est la Oui, représentation au niveau du cerveau des différentes parties du corps. ouais, Voilà. Et quand tu es quand t'es amputé, effectivement, bien ta partie n'est plus là physiquement, mais elle reste là, imprégnée au niveau du cerveau. Et il faut un certain temps pour qu'elle s'efface, si elle s'efface. Mm. exactement. Exactement. Et tu travailles ça en hypnose? Oui, ça peut se travailler en hypnose, hein. J'ai pas forcément eu beaucoup de cas précis sur des personnes qui avaient ces problématiques-là, mais ça peut se travailler en hypnose, effectivement, hein, à travers la visualisation, etc. Et bien d'autres éléments aussi, mais on peut travailler sur pas mal de sujets, enfin d'éléments par rapport à ça, l'acceptation aussi, on peut travailler sur Ok. bien sûr avec la visualisation, etc. Ok. Et d'ailleurs, dans cet épisode, on veut parler de l'effet placebo aussi, Jean-Baptiste, hein. Ouais. C'est souvent diabolisé, le placebo. Oui, de toute façon, c'est un placebo, c'est de la connerie. On entend souvent des choses comme ça, en fait. Et alors que finalement, l'effet placebo, c'est un allié, finalement, pour avoir des effets positifs, hein. Et d'ailleurs, j'ai fait mes recherches, hein, quand j'avais étudié les neurosciences, j'avais étudié d'où vient le mot placebo. En fait, ça vient du latin placebo. En fait, c'est vraiment le futur du verbe placere, en fait, qui signifie plaire. Donc, en fait, c'est je plairai, en fait. Donc, c'est un peu comme si c'était pour dire qu'en fait, que la substance, le placebo, ça plaira à la personne. Finalement, ça va lui être utile, finalement. Et ça joue sur les attentes psychologiques du patient, finalement. C'est pour ça qu'est né le concept d'effet placebo. Et en fait, il faut faire la différence entre le placebo en lui-même. Le placebo, ça peut être une substance, hein, neutre ou pas d'ailleurs. Et l'effet placebo, c'est vraiment l'effet que peut avoir une substance neutre ou pas, mais aussi une personne. Une personne qui peut être placebo-inducteur. Un médecin, par exemple, s'il nous annonce quelque chose en étant sûr de lui, qui nous dit regardez, prenez ce médicament, vous allez à coup sûr vous en sortir, vous avez 100% de réussite de guérir dans les 3 jours, bah forcément, ça va générer un effet placebo. D'accord. Alors, l'effet placebo, mais quoi de plus, quoi de mieux pour parler du lien entre le corps et l'esprit, en fait? Là, on est en plein dedans. On est en Exactement. plein dedans. Et moi, j'ai envie de dire, tant que ça a un effet, tant que ça a un effet bénéfique sur la personne, bah c'est OK. C'est OK. Ça dérange qui, en fait? Personne. Moi, ça me dérange pas. Alors, tu parlais des placebos où la Ouais. personne, où le médecin dit avec ce médicament-là ou avec cette substance-là, vous allez être guéri à 100%. Euh, il y a des études qui ont montré, alors qui démontrent l'effet des placebos ouverts. Qu'est-ce qu'un placebo ouvert? C'est un placebo honnête, c'est-à-dire on va annoncer à la personne que telle substance, que telle pastille, que tel comprimé est un placebo. Et finalement, il y a une étude qui a été faite en 2010 aux États-Unis sur des personnes qui avaient des côlons irritables, donc qui entraînent des problèmes de diarrhée, de problèmes intestinaux. Deux groupes ont été divisés. Un groupe qui n'avait pas de traitement et un groupe qui prenait justement un placebo honnête, un Mhm. placebo ouvert. Et on s'est rendu compte que 59 personnes des personnes qui avaient 59% des personnes 59% des personnes qui avaient suivi un traitement à base de placebo ouvert ont Mhm. eu des améliorations. D'accord. Ah, c'est fou, c'est intéressant. Une autre étude a été faite en parallèle avec des personnes qui avaient un placebo ouvert et un placebo, on va dire classique, tu vois. Et bon, la différence est minime, hein, de l'ordre de 7%, mais avec des meilleurs résultats sur le groupe de personnes avec un placebo classique. Mais oui, c'est assez fou. Ça veut dire que même les personnes qui savent que ce qu'elles vont prendre n'ont pas d'effet thérapeutique, elles vont quand même générer, leur corps va quand même générer
une réponse positive, euh, une réponse positive. En fait, Euh, ouais, c'est incroyable, même sans parler de substance, hein. Je sais pas, je parlais tout à l'heure du médecin qui va annoncer, enfin, qui va par exemple donner un médicament à une personne, mais ça peut être aussi un médecin. Tu sais, tu rentres dans le cabinet du médecin, il ah a ouais. une cinquantaine d'années, il a les cheveux grisonnants, il a une blouse blanche, il inspire confiance. Bah, en fait, je suis sûr que, en fait, dans la tête de la personne, elle va se dire, il va plus me guérir qu'un jeune médecin qui vient de sortir des études et qui a pas confiance en lui, par exemple, au début, ce qui est normal. Et je pense que ça joue beaucoup. On est placebo-inducteur et je pense que, ou pas d'ailleurs, et ça dépend vraiment de la perception de la personne aussi, du patient. Et ça a été vérifié aussi qu'en fonction de la manière dont on va annoncer un diagnostic à une personne, par exemple, on annonce à quelqu'un qu'il a un cancer, la manière dont le médecin va l'annoncer va être primordiale dans le processus de guérison. Si on dit à la personne de but en blanc, vous avez un cancer, voilà, vous êtes condamné. C'est différent que si on annonce à la personne, voilà, vous avez un cancer, ça se traite très bien aujourd'hui. On a des très bons résultats sur le traitement de ce type de cancer. Ça va être totalement différent. Donc en fait, je suis convaincu qu'on est placebo-inducteur ou pas. Ou plus ou moins en tout cas. Enfin, il y a plein de témoignages où les gens ils racontent qu'à peine ils voient une blouse blanche et ils vont mieux, ou alors Oui, bien sûr. s'ils savent qu'ils doivent se faire opérer. Moi, il m'est arrivé une patiente qui me dit qu'il devait éventuellement se faire opérer et de suite elle est allée mieux, elle a évité l'opération. Oui, Voilà. Mais tout ça parce que en fait, alors encore une fois là, il y a des études qui ont montré que euh, au niveau du cerveau, l'effet placebo va avoir des effets au niveau du cerveau sur les zones de la douleur, notamment ouais. avec une diminution de leur activité, donc une diminution de l'activité des zones du cerveau de la douleur, et en parallèle une augmentation, ça va générer une augmentation de la sécrétion on y revient, des hormones telles que la dopamine, telles que l'endorphine, qui sont des douleurs, les hormones du plaisir ou antidouleurs. Donc réellement, il existe une réponse du corps. Le corps est intelligent, qu'on le veuille ou pas, le corps est intelligent et il va générer une réponse euh, positive au stimuli du placebo, en fait, Et en du fait, il y a stimulus. l'effet nocebo également. Je sais pas si tu connais cette notion, mais c'est l'inverse en fait. On peut très bien générer un effet nocebo, Exact. voilà, en étant négatif avec la personne, en étant négatif soi-même, hein. Par exemple, je sais pas, je me fais une tendinite au tendon d'Achille en pleine prépa marathon. Si je me dis oh là là c'est une catastrophe, comment je vais faire, je vais pas pouvoir faire le marathon, oh là là c'est dramatique, bah ça va être différent que si à ce moment-là je me dis bah d'accord, j'ai une tendinite, j'accepte. Pendant ce temps, je vais faire des choses que j'ai pas le temps de faire d'habitude. Je vais aller voir des pièces de théâtre, je vais aller voir des amis, je vais sortir. Alors je m'autorisais pas à sortir avant, le soir. Bah du coup peut-être qu'on va lâcher prise un petit peu sur la douleur et peut-être qu'on va avoir une perception plus positive, hein. Tu m'en parlais justement avant qu'on enregistre le podcast, hein, tout à l'heure, justement de cette spirale un petit peu. Si on rentre dans une spirale négative, on va avoir la blessure qui va durer peut-être plus longtemps que si on est plus dans le positif, hein, c'est ça, hein. Ouais, je te parlais du cycle, du cercle de la douleur, en fait. La douleur va entraîner la peur de la douleur, qui va entraîner on va plus oser faire de mouvement, donc l'activité va diminuer. Ça va générer une perte on va dire une perte de mobilité articulaire, musculaire, une perte de tonicité musculaire. Ça va entraîner du coup la douleur va s'ancrer. Du coup, des pensées négatives, un langage interne négatif, et alors la douleur va être peut-être amplifiée par le fait de ces pensées négatives, et on est reparti pour un tour, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Toi, tu as trouvé, à ce moment-là, tu avais trouvé des moyens pour casser ce cercle-là, et sortir de ce cercle-là, et tu as pu te rétablir plus rapidement, c'est clair. Mais ça, c'est le cercle de la douleur chronique, en fait, surtout. Ouais. Et de toute façon, être positif dans ces cas-là, accepter d'abord la douleur et être positif, c'est sûr que ça favorise largement la guérison. Et on l'a vu notamment dans des maladies type cancer, hein. Une personne qui va être positive, qui va prendre la maladie de manière positive, du bon côté, ça va quand même favoriser un peu plus la guérison. Notamment, j'ai pas d'exemple précis en tête ou d'études comme ça, mais ça a été prouvé scientifiquement en tout cas que ça joue pour beaucoup dans le processus de guérison en tout cas. Et notamment l'entourage, hein.
si l'entourage est positif aussi, bah, du coup, on est positif et notre entourage peut être placebo-inducteur aussi dans cette guérison, finalement. Ben, on en revient à ce que je disais la semaine dernière, c'est la notion de lien, vraiment de relation. On est des êtres de relation, ce que je disais, et ça Ouais, j'adore dire ça, c'est que seul on ne vit pas seul. On a besoin d'être en rapport, d'être en relation. On est des êtres sociaux. Et effectivement, un entourage positif, bienveillant, va, va, va être, on va dire, un confort pour la personne qui est blessée ou comme tu racontes tout à l'heure, comme tu racontes, malade, quoi. ouais. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé une étude là tout à l'heure quand j'ai regardé un petit peu, je me suis replongé dans les cours de neurosciences et j'ai vu une étude en fait qui avait été réalisée, qui avait mis en évidence le mécanisme de l'effet placebo chez les souris. Notamment, les chercheurs ont conditionné les souris en les exposant à deux espaces. En fait, il y avait un premier espace qui était brusquement augmenté à 48 degrés. Donc ça provoquait une douleur pour les souris, hein, bien sûr, 48 degrés, c'est pas rien. Le second espace, maintenu à 30 degrés, était associé au soulagement du coup pour les souris en fait, hein. Et après plusieurs jours, les souris ont appris à associer le second espace à une réduction de la douleur. Finalement, ils avaient associé cet endroit à quelque chose de confortable, hein. Et finalement, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est pas sympa pour les souris, hein, mais ils ont augmenté la température dans ce second espace sécurisant, ils l'ont mis à 48 degrés. Et elles sont quand même entrées dans cet espace parce qu'elles Ouais. espéraient y trouver un soulagement. Parce qu'en fait, leur comportement montrait une diminution finalement des réflexes liés à la douleur parce qu'elles étaient persuadées que dans cet endroit, voilà, ce serait sécurisant en fait, finalement. Donc c'était un effet placebo finalement qui avait été généré, un conditionnement en fait finalement. La frontière est fine entre les deux finalement. Ouais, ouais. Et moi, je suis tombé à l'inverse sur une étude japonaise. À l'inverse, c'était euh, un groupe de personnes qui étaient allergiques à une plante. Ok. Ces gens-là sont allergiques à une plante et on va leur dire, on va les mettre en contact avec une plante pour laquelle ils n'ont qui n'a aucun effet allergène sur ces gens-là, mais on va leur dire que cette plante-là a été en contact avec la plante dont ils sont allergiques. Eh bien, je te le donne dans le mille, ces gens-là ont révélé une allergie. Voilà. Bah ouais, ça m'étonne pas. En tout Donc ça, cas, c'est ça oui, l'effet nocebo en fait. C'est que le corps, oui. autant le corps est capable de générer, on va dire, un effet positif, un effet de guérison ou un effet, voilà, oui, de guérison. Autant, à l'inverse, il est capable de générer des sensations plutôt négatives. Ouais. Et ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, que ça marche dans les deux sens, hein. L'esprit peut avoir un impact sur le corps, mais le corps peut avoir un impact sur l'esprit. Si par exemple, je sais pas, euh, j'ai une douleur quelque part qui m'embête. Ouais. Par exemple, mettons, j'ai une carie, par exemple. J'ai une carie, j'ai hyper mal à ma dent, ça me lance. Si j'arrête pas de me dire, ouah, j'ai mal, je me tiens comme ça, bah, je vais entretenir la douleur. Si je me dis, bah tiens, je vais me mettre à sourire, je vais me mettre à respirer profondément, je vais me mettre Ouais. à faire quelque chose que j'aime, bah, je vais moins ressentir la douleur, en fait, finalement. Et c'est pour ça qu'on peut reconnecter notre corps et notre esprit, finalement. Mais c'est quelque chose que je m'amuse à faire quand je cours, ça, justement. Quand je Ouais. commence à me sentir un peu dans le dur ou que ça commence à faire mal aux cuisses ou voilà, je m'amuse à sourire. Les gens qui me croisent doivent se dire, mais il est complètement frappé, ce type. Mais si, je m'amuse à sourire, à rigoler, justement, et ça chante c'est vraiment, voilà, ça biaise la, la, la- on va dire l'effet douloureux, quoi. Et c'est assez marrant, ouais. Complètement, en fait, on a le moyen de couper justement ce mécanisme, en fait, hein. Et justement, on parlait tout à l'heure au niveau du cerveau, là, le cortex singulaire antérieur qui va avoir une part émotionnelle dans la douleur. Justement, en faisant ça, en fait, on va perturber cette zone, en fait, finalement. On va diminuer la part émotionnelle de la douleur au même titre que quand on fait de la relaxation, de la méditation, de l'hypnose, hein. C'est assez intéressant. Complètement. Complètement. Et j'aimerais juste faire un petit aparté. Voilà, tout à l'heure, en début de podcast, j'ai dit comment savoir écouter son corps, savoir écouter son corps. Peut-être qu'on pourrait donner un petit ou deux petites techniques à nos auditeurs. Moi, j'aime bien pour faire un petit check sur mon corps de temps en temps, prendre quoi, le temps 5 minutes. Je me pose dans un endroit calme. Je peux allonger, je m'allonge. Et voilà, je ferme les yeux, je commence par une respiration lente, j'essaye de faire descendre un petit peu
la tension, et puis j'appelle ça le scan corporel. Je pense que Hum. Ouais. et là, je commence par savoir ce que par essayer de ressentir ce qui se passe au niveau de mes pieds, de mes chevilles, de mes mollets, de mes genoux. Je remonte, voilà, tranquillement, tout doucement. Je prends conscience de chacune des parties de mon corps et je fais un petit check là-dessus, savoir si tout est OK. Si tout est OK, ben je vais un peu plus haut, je remonte, voilà, et progressivement, j'arrive jusqu'à la tête, cou, tête, et puis voilà, une fois que c'est fait, tout est OK. C'est ok. J'aime bien faire ça, voilà, le matin avant de commencer la journée. C'est un petit rituel que je fais. Je fais ça, je fais un petit checking et je sais que je vais passer une bonne journée ensuite. En fait, c'est ça, ça permet de se reconnecter au corps, en fait, de se réancrer finalement. Parce que parfois, on n'est pas à l'écoute de nos sensations, on prend pas le temps, comme tu dis, vraiment de se connecter, de ressentir une partie du corps et même de la visualiser. Parce que quand on est en auto-hypnose, notamment, je fais ce scan corporel par exemple, et au même moment où j'imagine une énergie qui traverse mon corps, une énergie qui traverse différentes parties du corps. Et au moment où elle traverse cette partie du corps, je la visualise, tu vois. Tu peux la Hmm. visualiser. Exact. Et tu vois, ce matin, par exemple, j'ai eu un coup de stress, j'étais à la bourre, j'avais plein de trucs à faire, j'étais vraiment sur les nerfs et tout ça. Et du coup, je me suis dit, d'un coup, je me déplace, je me retourne pour aller vers l'escalier chez moi. Et là, j'ai une grosse douleur dans le mollet. Et là, je me dis, aïe. Et là, je monte l'escalier, j'avais mal. Et j'arrive en haut de l'escalier, je me dis, d'accord. Je me suis assis. Et là, j'ai respiré 3 fois. Et j'ai relâché mon corps. En fait, je me suis vraiment imaginé que mon corps se relâchait. Et franchement, j'ai pas eu la douleur depuis ce matin, j'ai plus eu mal en fait. À partir de là, Hmm. mon corps s'est relâché. Et en fait, quand on relâche son corps, en fait, ça fait un effet incroyable. Et c'est vrai que parfois, les douleurs, elles viennent de là aussi, une crispation, parce que si on est tendu au niveau du mental, si on peut dire entre guillemets, hein, si on est vraiment dans le stress, on n'est pas zen et détendu, bah en fait, le corps, il est crispé, quoi. Et comme tu dis, le scan corporel, c'est une technique incroyable que je conseille aussi aux personnes qui nous écoutent. C'est très utile, en tout cas. Hmm. Ouais, moi j'avais envie de partager cette petite technique là avec nos auditeurs. Voilà. Après, il y a une autre technique, mais je pense que tout le monde a dû entendre. C'est la technique de la Mm. cohérence cardiaque. Voilà. Exactement. Ça, c'est une pépite Euh, de technique, hein, franchement, hein, incroyable. Ouais. Voilà. Donc la cohérence cardiaque, ouais, c'est important de le faire au moins une fois par jour, hein. Je sais pas si toi tu le fais une fois par jour, 2 ou 3 fois, mais c'est vrai que la technique de base c'est 3 fois, hein. C'est matin, midi et soir, comme on dit, pendant 5 minutes, donc 5 respirations, hein, enfin 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, donc 6 respirations par minute, hein. Et toi, tu as remarqué quels effets sur toi, Jean-Baptiste, finalement? Est-ce que tu ressens vraiment le bénéfice? Bien sûr, quand je sens que je commence à être un peu envahi par des effets de stress, par des moments de tension et choses comme ça, mais c'est à n'importe quel moment dans la journée. Je peux me mettre dans ma voiture voilà, ou n'importe où et je prends ce temps de respirer. C'est fondamental, c'est primordial et vraiment faire redescendre la tension Ouais, et la pression, calme, apaisé, tranquille et prêt pour repartir en fait. Ça donne exactement. c'est un deuxième effet qui se coule. C'est ça. En fait, c'est pour faire simple, hein, le mécanisme, en fait, déjà la cohérence cardiaque, c'est le nom qu'on donne à la technique, mais en fait, la cohérence cardiaque, c'est l'état qu'on va atteindre en faisant cette technique de respiration. On atteint un état de cohérence cardiaque. Et en fait, voilà, il y a le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière, mais il y a le système nerveux périphérique aussi. Et dans ce système nerveux périphérique, il y a le système nerveux autonome, en fait, qui gère les parties automatiques du corps humain. Et il est scindé en 2 parties, donc l'orthosympathique et le parasympathique. Et en fait, quand on va inspirer, on va entre guillemets actionner l'orthosympathique, donc l'énergie finalement. Et quand on expire, on actionne le parasympathique, donc l'apaisement. Et en fait, on va créer un équilibre au niveau du système nerveux en jouant un petit peu sur les deux systèmes nerveux orthosympathique et parasympathique. Et en fait, on a remarqué, quand on fait 6 respirations par minute en cohérence cardiaque, qu'on a une cohérence entre l'oscillation de fréquence cardiaque, l'oscillation de pression artérielle. En fait, les deux graphiques, si on les superpose, ils sont pareils en fait. Donc on va vraiment apaiser notre système nerveux et surtout on va diminuer pardon, le rythme cardiaque aussi. Donc il y a plein d'effets C'est ça. positifs. La pression artérielle, on peut travailler sur l'hypertension artérielle, on peut travailler sur le sommeil, on peut travailler sur la douleur, on peut travailler sur l'apaisement. C'est vraiment une pépite de technique hein, qu'on peut conseiller effectivement. C'est très simple à Mm. faire en fait, hein. Ouais, je trouve que c'était important de placer ça dans cet épisode aussi. Voilà, parce que ça fait le lien entre l'esprit et le corps. Exactement. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, non? Qu'est-ce que tu en penses, Régis?
Oui, je pense qu'on a abordé ce qu'on voulait aborder. En tout cas, voilà, si les personnes qui nous écoutent ont des questions, bah, vous pouvez nous les poser hein, directement par mail et sur la page Instagram. C'est le podcast Parlons Mental hein, sur Instagram. Et le mail, rappelle-nous. Euh, Le mail, c'est le podcast parlonsmental@gmail.com. et Voilà. l'Instagram, c'est pareil, c'est le podcast Parlons Mental. On est d'accord. On est bien d'accord. On C'est est bien ça. d'accord là-dessus. On va Et conclure, Jean-Baptiste? exactement. Donc, dans cet épisode-là, on a vu que la douleur n'était pas juste une sensation physique, mais qu'elle avait aussi une construction. Elle pouvait se construire dans notre mental. Euh, et donc, il est important. Je pense qu'il est important de savoir écouter ces signaux que nous envoie notre corps. Et puis, il est important de les écouter, d'en prendre compte et par les petites techniques qu'on a qu'on vous a partagées en fin d'épisode, d'essayer de faire diminuer la tension mentale pour que le corps aille dans le bon sens aussi. Donc, rejoignez-nous sur les réseaux, ça nous fera super plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt, dans 15 jours, un prochain épisode. Et un petit teaser, il risque d'y avoir une petite surprise. Exactement. À bientôt. Bonne À soirée, très bientôt! Jean-Baptiste.